pour ceux qui ne connaissent pas, et puis un petit rappel pour ceux qui connaissent, c'est un outil qui est développé par 5 EPFL qui travaillent ensemble sur le développement, la maintenance et la mise à jour de l'application. Chaque EPFL gère ses propres bases de données, donc il peut y avoir quelques petites différences d'un EPFL à l'autre. Et c'est vraiment à la marge, notamment sur les fréquences de mise à jour ou parfois sur l'origine de la donnée. Alors, je modifie. Alors, si vous pouviez couper vos micros, ce serait parfait. Je m'en occupe, Franck. Bonjour, excusez-nous pour le retard. On avait une visio, on était 2-3 à être en visio. Ah, bonjour. Bonjour. Très bien, mais écoutez, on commence tout juste. Donc, MCMA, application développée par 5 EPFL. On a aujourd'hui à peu près 1000 utilisateurs sur l'ensemble des 5 EPFL, donc ça commence à être un foyer d'utilisateurs assez important. Donc moi, je suis Franck Gaudin, je suis le responsable du pôle développement de l'EPFL de la Savoie. Initialement, ce webinaire était destiné uniquement aux utilisateurs savoyards, et puis finalement, on l'a ouvert à l'ensemble de nos partenaires. Donc, on va avoir des personnes d'un peu toutes les origines aujourd'hui. Donc, on va partir sur une présentation générale de l'outil MCMA et de ses évolutions avec la version 6.3. Donc, on est ici sur la page d'accueil de MCMA. Vous pouvez voir le lien de connexion. On a tout de suite ajouté des petites choses ici. Donc, vous aviez déjà précédemment les éléments d'information qui vous renseignent sur la mise à jour des bases de données de l'application. Donc, c'est quelque chose que nous renseignons à chaque mise à jour de données. Donc, les demandes de valeur foncière, donc toutes les données sur les transactions ont été mises à jour en avril 2026. Les permis de construire sont également intégrés à MCMA et en Savoie, nous les avons mis à jour en avril également. C'est quelque chose que nous mettons à jour tous les 2 mois. Et puis, on travaille aussi régulièrement sur la mise à jour de différentes données, comme les PLU. Donc là, on récupère les informations dans les communes, sur le géoportail et à d'autres endroits pour mettre à jour ces données. Donc, toutes ces informations de mise à jour des données, vous les retrouvez ici avec tout un historique qui va très, très loin. Donc, on fait vraiment en sorte de mettre à jour ces données le plus régulièrement et le plus rapidement possible, puisque c'est un élément essentiel pour le fonctionnement d'un outil comme MCMA, de pouvoir avoir des données actualisées et à jour. On a ajouté un lien sur cette page d'accueil qui est le lien vers les vidéos MCMA. Donc là, déjà fait la semaine dernière. Tout se passe bien, vous devez voir la page YouTube de MCMA où vous retrouvez différentes vidéos tutoriels, une présentation générale de l'application et différents webinaires qui ont précédemment été organisés. Et vous retrouverez ce webinaire sur cette page YouTube si nécessaire, si vous avez besoin de vous reconnecter ou de revoir certaines informations. Je referme cette page YouTube pour entrer directement dans l'application MCMA. Mes identifiants ont déjà été renseignés, donc vous n'aurez pas cette fenêtre. Et je rétablis le dernier visuel cartographique qui correspond à mes habitudes de travail et de navigation. Donc, MCMA, c'est une interface graphique qui vous donne un accès à un web SIG sur lequel vous allez retrouver différentes données en lien avec le foncier, différentes et un maximum de données en lien avec le foncier. L'idée, c'est de pouvoir retrouver en un seul lieu toutes les données sur le foncier, mais aussi de mettre en œuvre, vous offrir la possibilité de mettre en œuvre facilement votre stratégie foncière. C'est pour ça que vous avez ici l'interface cartographique, qui peut faire bouger et évoluer à loisir. Vous avez ici toute une somme de données qui apparaîtront, la légende de la carte qui se met à jour en fonction des données affichées, quelques outils de mesure et des outils de sélection que j'approfondirai un peu plus tard, qui permettent de naviguer sur cette carte et d'aller chercher des informations affichées ou non. Sur la droite de l'écran, vous avez un espace personnalisé qui va vous permettre à la fois de travailler sur des parcelles favorites ou sur des secteurs de surveillance spécifiques.
Vous avez un onglet qui vous permettra de faire des recherches en termes de transactions foncières et immobilières. Et puis un troisième onglet sur les gisements qui, celui-ci, vous apporte des éléments sur la recherche de gisements fonciers. Alors, gisement au sens large du terme, on le verra tout à l'heure, on est vraiment sur une recherche à partir de la matrice cadastrale pour identifier des tèlements, des unités foncières ou des parcelles qui répondraient à un besoin spécifique ou à des critères spécifiques. Voilà pour le volet de droite. Ici, l'accueil de MCMA. Vous retrouvez là aussi une nouveauté associée à cette version 6.3, c'est un accès aux métadonnées. Alors, si vous avez vos accès à MCMA, à l'application, vous pouvez essayer de naviguer en même temps que moi, sinon je vous invite à regarder les différents points. Donc ici, vous avez une possibilité de contacter vos gestionnaires MCMA dans chaque territoire, la déconnexion, les mentions légales, les tutoriels vidéo qui correspondent au lien que l'on avait tout à l'heure sur la page d'accueil, l'accès aux métadonnées que j'ouvre immédiatement. La donnée, c'est forcément une dimension essentielle de MCMA. C'est pourquoi nous avons veillé cette année 2025, à développer toutes les informations dont on dispose sur les différentes données accessibles dans MCMA. Elles sont regroupées en différentes catégories: propriété foncière, périmètre administratif, urbanisme, fonds de plan, équipement public. Vous avez la quasi-intégralité des données qui sont présentées ici et qui vous permettent d'avoir des éléments de détail, les sources des données, les dates de mise à jour, les dates de millésime de chacune de ces données. Par exemple, ici, on est sur la base, le fichier foncier, date de janvier 2025 et qui a été mise à jour dans MCMA au 9 février 2026. D'ailleurs, je pense qu'il a été mis à jour un peu plus tôt, mais bon, peu importe. L'idée, c'est d'avoir vraiment des éléments récents. Vous retrouvez aussi des informations sur les secteurs de suivi, avec le détail de chacune des données que vous pouvez récupérer en lien avec ces secteurs de suivi. Puis des éléments détaillés sur les possibilités d'export que vous avez dans MCMA. Et à chaque export, vous avez le détail des champs disponibles, leur définition, leur description et un exemple des valeurs que vous pouvez y trouver. C'est vraiment un enrichissement technique important pour vous permettre de naviguer et de comprendre plus facilement les données dont vous disposez dans MCMA. Je reviens sur... je sors des métadonnées. Je suis sorti avec la petite croix qu'il y avait en haut à droite, si elle est visible sur votre écran. Je reviens sur la page principale de MCMA. La fonction de localisation, j'y reviendrai tout à l'heure. Ici, vous avez l'affichage des données sur la carte. Donc moi, j'ai choisi d'afficher les parcelles, les unités foncières et un fond carto. Mais c'est quelque chose qu'on peut changer. Par exemple, je peux faire apparaître un fond orthophoto. Je peux choisir la transparence de cet affichage, de chacun des affichages. Et puis le fond ortho, comme vous le voyez ici, vous avez plusieurs millésimes de données. Donc ça peut vous permettre également d'étudier l'évolution cartographique du territoire. On est sur les sources de données IGN qui nous permettent d'avoir plusieurs photos aériennes. Vous avez également les secteurs que je ne vous présenterai pas tout de suite. Les portages fonciers de l'EPFL, assez présents, et les secteurs sur lesquels nous allons être amenés à travailler. Des informations sur les équipements publics. Sur la construction et l'aménagement, vous retrouvez les permis de construire, les friches, les zones d'activité, les quartiers politiques de la ville, des éléments sur la population, sur les zones préférentielles de fouilles archéologiques. Je pense qu'à Aiguebelette, normalement, on doit avoir des zones qui correspondent à cela. Voilà, c'est ce qui apparaît en jaune ici à l'écran. Si vous travaillez sur un projet, vous savez si vous risquez d'être soumis à ces prescriptions. Présomption de fouilles archéo. Voilà, l'idée, c'est de réunir un maximum de données sur le foncier, sur les contraintes qui peuvent peser sur le foncier, sur l'environnement, sur
les ressources foncières, forestières, agricoles, environnementales. Vous avez forcément les documents d'urbanisme avec deux sources d'informations différentes, soit les PLU et leurs prescriptions que nous intégrons nous-mêmes, soit la couche en flux directement issue du géoportail de l'urbanisme. La couche issue du géoportail de l'urbanisme n'était pas forcément toujours d'actualité et pas complétée par toutes les communes il y a quelques mois ou quelques années. C'est pourquoi nous avons conservé ce double affichage. Et puis pour nous, c'est aussi important pour faire des recherches au sein du parcellaire ou des transactions foncières. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec ces deux sources de données. Vous avez forcément toutes les servitudes d'utilité publique en vigueur sur votre territoire. Alignement, abord, voisinage, classement et protection. Je ne vais pas les afficher parce qu'on est sur quelque chose de vraiment très exhaustif et visuellement, ça serait quelque chose d'indigeste. Voilà, le parcellaire, les sections cadastrales, les bâtiments qui apparaissent ici, par exemple. Donc, vous avez en un seul lieu toutes ces données. Et puis, vous avez la possibilité d'aller sélectionner une parcelle avec la flèche pour sélectionner sur l'onglet de droite, vous avez immédiatement la fiche parcelle qui s'ouvre, des informations sur la propriété. Vous pouvez décocher ces éléments de propriété pour afficher les éléments sur le règlement d'urbanisme, les risques, les servitudes. Vous avez des informations sur les transactions, s'il y a eu des transactions sur cette parcelle au cours des 10 dernières années. Des éléments de contexte qui vous donneront des informations sur la distance aux équipements, sur la densité de l'unité foncière et sur un lien éventuel avec les secteurs de suivi, la traçabilité. Et puis, vous avez ensuite des annotations qui peuvent être ajoutées au cas par cas et qui peuvent être partagées avec les autres utilisateurs. Donc, vous avez ici un accès à ces parcelles. Vous voyez en violet apparaître la parcelle, pardon. Et en orange autour, c'est toutes les parcelles qui sont réunies dans la même unité foncière. Ces données peuvent être éditées en PDF facilement, soit en faisant un export avec la carte d'identité parcellaire. Ça devrait s'ouvrir sur le même écran en quelques secondes. Alors, parfois, on a des petits problèmes de vitesse pour l'affichage de ces exports PDF, mais ça reste assez minoritaire. Ça peut dépendre aussi de votre site et de l'utilisation de votre bande passante. Donc, peut-être que mes collègues à l'EPFL sont en train tous de travailler sur Internet, ce qui fait que la bande passante est très occupée aujourd'hui. C'est la visio qui génère ceci. Donc, la carte export PDF pourrait s'afficher prochainement. Et ben voilà. Voilà. Donc, on a un export PDF qui constitue une fiche d'identité parcellaire où on retrouve plus ou moins toutes les informations qui nous intéressent sur la parcelle. Normalement, en 2026-27, on devrait travailler sur une amélioration de l'ergonomie de l'outil et certainement sur une amélioration de ce type d'export pour les rendre plus lisibles et plus exhaustifs. Et là, vous retrouvez des informations sur les servitudes en vigueur sur la parcelle, sur les risques, sur les liens avec les secteurs de suivi. En l'occurrence, on n'est pas sur un secteur de suivi. Des éléments en termes de propriété. Donc, on va passer vite pour s'étaler là-dessus. Vous avez une deuxième page qui constitue des éléments d'information relatifs à l'unité foncière de cette parcelle. Et puis quelques éléments descriptifs avec le zonage au PLU, avec la situation aérienne de la parcelle. Donc cet export PDF, vous pouvez l'imprimer. Typiquement, quand on reçoit en mairie une DIA, si on veut avoir très rapidement toutes les infos sur la parcelle, on peut aller sur cette parcelle et l'éditer, soit en naviguant, soit en passant par d'autres menus. Vous avez également la possibilité d'aller sur Street View
vous avez un lien direct. Donc, si cette parcelle est à proximité d'un lieu où est passé, alors forcément, j'ai choisi une parcelle où le véhicule n'était pas passé, mais si vous avez une parcelle qui est juste à proximité, comme ici par exemple, vous pourrez aller voir tout de suite la parcelle. Si je choisis cette parcelle par exemple, dans le cœur d'Aiguebelette, je reclique sur Street View, et là, je constate visuellement quelle est cette parcelle. Donc Street View est passé en mars 2021, il y a peut-être eu des changements depuis, et ça nous permet d'avoir une vision terrain très rapide et connectée avec notre NCMA. Vous avez également la possibilité d'ajouter cette parcelle à un groupe de favoris ou à une parcelle favorite. Par exemple, ici, j'ai quelques groupes de parcelles favorites, donc je décide de l'ajouter à ce groupe. Et puis, vous pouvez recentrer votre vue sur cette carte, changer l'affichage des parcelles, etc. Voilà pour l'essentiel. Donc, je parlais des menus. Vous avez également la possibilité de faire une recherche de parcelles en fonction de ce moteur de recherche, la petite loupe qui est ici, qui vous permet soit d'aller sur une commune spécifique, soit d'aller sur une localisation à l'adresse, route du lac, Aiguebelette, etc. Je saisis l'adresse qui m'intéresse, soit faire une recherche de parcelles en fonction de mes groupes de favoris. J'avais cette parcelle qui était précédemment inscrite dans un groupe de favoris et je peux la retrouver très rapidement. Ou en fonction des coordonnées géographiques des différentes parcelles. S'il y a un point sur mon territoire qui m'intéresse en particulier, je peux y accéder par ici. Et la recherche par localisation nous permet d'aller sur Aiguebelette-le-Lac, sur la section A et sur la parcelle que je vais choisir. Il y a des spécificités comme cette parcelle 24, une petite étoile. Donc je peux aller sur la parcelle 22, c'est ici qui apparaît, on voit la parcelle et son unité foncière associée. Et si je vais sur la parcelle 24 qui est en grisé, je constate qu'elle est en grisé parce que c'est une parcelle mère. Ça veut dire que c'est une parcelle qui a récemment été divisée en deux parcelles distinctes, comme vous le voyez à l'écran, la 1868 et la 1869. Donc cette parcelle 24 n'est plus en vigueur aujourd'hui. C'est une parcelle mère depuis 2023, comme vous le voyez sur le menu de droite. Et donc les propriétaires ont décidé de scinder cette parcelle en deux. Donc je la retrouve dans mon menu de recherche, j'ai des informations sur les deux parcelles et je peux ensuite sélectionner ces parcelles à Magnifique, ça loisir. fonctionne. Oui, je suis d'accord, c'est magnifique, ça fonctionne. Donc, vous avez aussi la possibilité de travailler sur les secteurs. Donc, je ressors de cette parcelle. Et vous avez différents secteurs qui peuvent avoir été créés sur votre territoire, par vous, par d'autres utilisateurs, et partagés. On y reviendra tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité d'afficher des informations associées à un point spécifique de la carte. Par exemple, j'ai sélectionné information et immédiatement, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Immédiatement, au clic sur la carte, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui m'indique mes références parcellaires, les références de l'unité foncière, les sources de données, le nom de la commune, de l'EPCI, la pays savoyard, etc. Si j'affiche d'autres informations sur ma carte, par exemple le PLU, je reclique sur Information et immédiatement mon menu Information sera enrichi de différentes données, comme le zonage PLU, comme les prescriptions surfaciques, tout ce qui est associé aux données affichées sur la carte. Si je vais ensuite, je décoche pour une question de lisibilité, hein, mais je peux ensuite afficher les servitudes, les risques. Là aussi, j'ai des informations qui vont remonter. Et si j'affiche tous ces éléments, par exemple, les petits carrés qu'on voit là, c'est les informations ASIAS.
Je les affiche ici. Je clique sur mon petit carré et là, je vois apparaître les anciens sites industriels d'activités et de services, BASIAS, avec un lien vers la fiche associée à ce site et à cette pollution potentielle sur le site. Je clique. La fenêtre va s'ouvrir sur MCMA. C'est un petit bug qu'il faudra corriger. L'idéal, ce serait que la fenêtre s'ouvre dans un onglet voisin. Pour le coup, ce sera combien de fois. Voilà, vous avez tout le détail des informations liées à cette donnée BASIAS, comme vous voulez. Je reviens sur mon MCMA, je reviens sur le lieu où j'étais jusqu'à maintenant, et je peux naviguer de nouveau sur mes informations, sur mes secteurs, ou faire une mesure avec ces outils. Mesurer une distance, par exemple. Ici, on est sur une distance de 150 mètres d'un bout à l'autre de cette parcelle. Et je peux également mesurer une surface. Forcément, la surface de la parcelle, je l'ai dans mes données, mais si je veux avoir ce secteur spécifique, je peux l'afficher immédiatement. Voilà pour un tour rapide de cette fonction de base, je dis bien de base de MCMA, puisque c'est vraiment les fonctions SIG qui vous permettent d'accéder aux données. C'est l'entrée principale, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus accessible et de plus fluide. Et ensuite, on peut passer à la recherche de transactions, de gisements fonciers ou au travail sur les parcelles favorites ou sur les secteurs. Nicolas, je me permets, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y en a une. Alors, juste avant, je voulais juste apporter quelques précisions sur les nouveautés. Alors, je ne sais plus si tu l'as dit exactement. Euh, on a certains. Alors, comme on travaille avec 5 EPFL, certains EPF n'affichent pas l'ensemble des couches sur le tableau à gauche parce que ce sont des données locales. Donc, notamment, nous, en Savoie, possède un observatoire des friches que certains autres EPF n'ont pas. Donc, cette couche ne sera pas forcément lisible si vous êtes en cœur de France, par exemple, ou dans l'Ain. Donc voilà, on a enlevé les couches qui ne sont pas affichées selon les départements où vous êtes. C'était le premier point. Et puis un autre point concernant l'information parcellaire alors c'est dans l'onglet PLU. On a fait l'effort pour notamment les parcelles où il y a plusieurs zonages, de savoir précisément la surface et le ratio de chaque zone qui sont associées à la parcelle. Parce que jusqu'à présent, en fait, on ne mettait que la zone dominante, sauf que pour des très grandes parcelles où il y avait de l'agricole et de l'urbanisme, de la zone U par exemple, on n'avait que la zone principale A. Là maintenant, on peut avoir plusieurs zones. Alors, il faudrait que tu cliques sur une parcelle. Il y a plusieurs zones, Franck. Elle est sur 2 zones, celle-là. Et pour le Alors, coup, c'est là, t'es dans un autre exemple, c'est que tu es sur un RNU, donc c'est normal que tu n'aies pas de, de zonage. ah bon? Bah non, on n'est pas au RNU là. Tu vois pas le zonage à Ah non. l'écran? Ah si, je vois maintenant. Oui. Pardon, il y avait un lien. Ah, non, non. Donc effectivement, normalement, on peut afficher le zonage de la parcelle. Il doit apparaître ici. Et il marchait lors du précédent test. Sur Aigbelette, Là. ça marchait. Et là, on a un petit bug. Sur Aigbelette, ça marchait. Alors allons à Aigbelette, puisqu'à Aigbelette, ça fonctionne. Désolé pour Saint-Véron. Voilà, les petites visios nous permettent aussi d'identifier certains petits bugs. Voilà, par exemple, sur cette parcelle, on a de l'espace agricole et de l'espace naturel. Et donc ici, on voit bien qu'une zone ACO qui représente 71% de la parcelle et une zone NCO qui représente 28% de la parcelle. Merci Nicolas pour cette précision. Justement, ce bug sur Saint-Véron, c'est intéressant parce que c'est moi qui m'occupe de mettre à jour les PLU sur la Savoie. Et en fait, je récupère les documents soit de la DDT, soit maintenant du géoportail d'urbanisme.
Et donc, je suis tributaire de des documents qui ont été publiés. Et ça arrive peut y avoir des erreurs, notamment des données qui ne sont mal renseignées par les bureaux d'études qui ont préparé, qui ont produit ces documents. Voilà, nous, on ne Ouais, la corrige pas précision est nous-mêmes parce qu'il y a ça serait trop loin à faire et puis voilà, ça ne va pas exactement ce qu'il faudrait mettre. très bien. Sinon, alors, il y a des questions, pardon, Franck. Alors, il y a Madame de l'Église qui demande si dans les servitudes, il n'y a pas les périmètres ABF. Alors, je ne Alors, connaissais pas ABF. Je crois que apparemment, c'est les abords de monuments historiques. architecte des bâtiments de France. Et effectivement, on les retrouve quand ces périmètres sont en servitude d'utilité publique. On les a. Alors, j'essaye de retrouver mes petits et d'aller sur les servitudes. J'imagine qu'on sera en classement et protection. Si on a les monuments historiques, par exemple, je vais enlever l'affichage des PLU pour plus de lisibilité. Les monuments historiques, en l'occurrence. Je ne sais pas si ici il y a un monument historique, mais on a un zonage qui est apparu. On a un gisement sublacustre. Bien. Donc ici, je ne vois pas de périmètre de monument historique, mais sur Chambéry, peut-être que. Voilà, on en a quelques-uns qui apparaissent. Donc, ces éléments-là. Nicolas, d'autres questions? Oui. Alors, est-ce que dans les immeubles où il y a plusieurs locaux d'activité, on peut connaître l'ensemble des propriétaires? Oui, oui, complètement. Si, par exemple, je vais sur un immeuble à Chambéry, je vais enlever l'affichage des servitudes. Celui-là, par exemple, je sélectionne mes parcelles. Et là, j'enlève l'affichage PLU. Je regarde uniquement l'affichage des propriétaires. Donc, j'ai ici les comptes de propriété avec le détail de l'ensemble des comptes de propriété. Je peux faire un export PDF du relevé de propriétaire. Alors, aujourd'hui, sur l'export PDF, on a un nom par, par compte propriétaire. On va l'enrichir pour avoir l'exhaustivité des propriétaires sur la parcelle, enfin, l'exhaustivité qui nous est accessible, puisque les services fiscaux nous informent de l'existence des 5 ou 6 premiers propriétaires, mais s'il y en a 10 ou 15 sur une parcelle, il faut se tourner vers les services fiscaux pour les avoir. Nicolas? Alors, on demande aussi de savoir qui se charge de l'intégration des données d'un nouvel utilisateur, pardon. De l'intégration des données, c'est-à-dire un nouvel utilisateur qui voudrait importer ses propres données. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui sur MCMA. Un nouvel utilisateur peut créer des secteurs, peut définir des parcelles favorites et les suivre, mais par contre, il ne peut pas importer ses propres couches de données. Ce sera peut-être une évolution un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas programmé. Ensuite, alors, le rythme des mises à jour des données PLU-PLUI. Alors, ça dépend de chaque EPFL. Concernant la Savoie, c'est moi qui m'en occupe. On essaye d'avoir un rythme de tous les trimestriels. Mais après, ça dépend. S'il y a notamment des PLUI donc, qui recouvrent de très grandes zones, on essaye d'être un peu plus réactif. Pour les autres PFL, ça, il faut demander à chaque administrateur. Une autre question. On ne peut pas avoir la liste des indivisaires ou démembrements de propriétés. Alors oui, la particularité de l'ancienne question, c'était pour savoir, dans le cas d'une copropriété, quand c'est une copropriété, on n'affiche que le premier propriétaire d'un compte propriétaire. Dans le cas d'une parcelle simple, on peut avoir la liste non exhaustive parce qu'on n'a que les 6 premiers droits de propriété. On peut avoir chaque droit de propriété avec le type
son statut, si c'est un nu propriétaire ou un usufruit. Voilà. Par exemple, ici, on a 2 propriétaires sur cette parcelle. Je fais un export PDF du relevé de propriété qui s'affiche, où j'ai des éléments détaillés, la date de naissance, le lieu de naissance, Nicole et Surtout le code d'éléments. Pierre-Louis est nu propriétaire, comme c'est indiqué ici avec le code de démembrement. Nicolas, d'autres questions? On enchaîne? Non, tu peux enchaîner. On enchaîne, parfait. Merci pour les questions en tout cas, hein. C'est bien parce que c'est plus vivant et ça nous permet de cibler vraiment notre présentation sur vos besoins. La suite de la présentation, il va falloir qu'elle accélère la suite de la présentation. C'est la recherche de transactions. Donc, on travaille avec les données DVF qui sont en ligne, qui seront diffusées 2 fois par an par les services de l'État, donc en avril et en octobre. Donc, on les intègre dès diffusion par les services de l'État et on les exploite en les catégorisant selon le type de transaction, donc appartement, maison ou autre type de bien. Ça peut être des locaux d'activité, de la VFA ou du bâti mixte. Alors pour mémoire, hein, les données DVF, c'est l'ensemble des transactions onéreuses. Donc les donations, les transferts de parts de SCI ne sont pas pris en compte. Mais les expos, les adjudications, ce genre de choses, on les retrouve. Donc je peux faire une recherche de transactions immobilières. Je peux travailler sur un secteur de projet que je vous présenterai tout à l'heure, sur un périmètre libre que je vais choisir à façon sur le territoire. Ça, par exemple, tac, 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 je dessine un truc qui ressemble à rien. Je peux faire une recherche sur un groupe de favoris que je vous présenterai tout à l'heure, ou alors sur une recherche de gisement foncier que j'aurais faite préalablement, ou sur l'ensemble d'une commune ou l'ensemble d'un EPCI. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire une recherche de transactions foncières ou immobilières sur l'ensemble de l'agglomération de Chambéry ou sur l'ensemble de la Savoie ou sur tout autre périmètre qui serait disproportionné, il y aura forcément un bug. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 10 000 résultats dans les transactions. Donc l'idée, c'est d'avoir pas un outil statistique, mais un outil vraiment opérationnel d'action et de travail sur le terrain. Ça veut dire que quand je suis dans mon projet d'acquisition, voilà, la commune d'Aiguebelette a demandé à l'EPFL de travailler sur l'acquisition d'une maison et de contacter les propriétaires et d'avoir une idée du prix qui pourrait être en vigueur sur cette maison. Donc, les chargés de mission de l'EPFL peuvent aller faire une recherche sur un périmètre donné de vente de maisons uniquement, anciennes, récentes, neuves, peu importe, et lancer cette recherche. Donc là, vous voyez apparaître en violet différentes parcelles. Ce sont les parcelles qui ont été l'objet d'une vente de maisons dans les 10 dernières années, c'est-à-dire même plus, hein, entre 2014 et 2025, et sur les 11 dernières années. Donc, vous pouvez survoler les parcelles et avoir des informations sur le prix, sur la date de la transaction. Vous pouvez avoir ici des tableaux statistiques sur l'ensemble de ces mutations. Donc, on a 35 mutations pour un prix moyen de 259 000 euros, un prix médian de 225 000 euros. On peut détailler ces éléments par nombre de pièces, par surface de terrain, et puis on a l'information sur les maisons anciennes, mais on avait aussi l'information pour les maisons récentes. Là, on a 5 mutations et aucune vente de maisons neuves en VFA sur ce secteur. Donc, je peux recentrer les résultats. Je peux exporter les petits tableaux que je viens de vous montrer dans Excel. Ça peut être pratique pour les récupérer. Et puis, je peux aussi exporter l'ensemble des données des transactions dans Excel avec ce bouton. Ça mouline un peu. Voilà, j'ai une fenêtre qui vient de s'ouvrir. J'imagine que vous l'avez vu.
Et je peux ouvrir mon fichier CSV, alors là, avec OpenOffice. Donc les critères d'affichage sont bien structurés a priori. Hein. Les séparateurs, c'est des points-virgules. OK. Et j'ai l'ensemble de mes ventes qui apparaissent ici. Donc j'en ai 40. J'ai des détails sur les parcelles concernées, sur l'adresse du bien, sur la superficie du terrain, sur la superficie du bâti, sur le type de mutation. Donc là, on n'avait que des ventes, pas d'échange, pas d'adjudication. Le nombre de biens. Donc là, on a souvent une seule maison, mais ici, par exemple, on a 2 maisons qui ont été vendues. Le nombre de dépendances, le montant de la vente, la date de la vente. Donc vous voyez, on s'étale de 2014 à 2005. On retrouve du début 2019 en fin de liste. C'est amusant. Voilà, vous avez tout un tas d'éléments détaillés. Et vous avez également la possibilité d'avoir des infos sur l'année de construction, sur le zonage PLU. Et ici, pour les fans de géomatique, vous avez la possibilité de faire un export de ce tableur Excel vers votre logiciel SIG si vous voulez afficher ces informations rapidement sur une carte, une autre carte que celle qui vous est proposée par MCMA. Et de mémoire, vous avez aussi la possibilité de faire un export PDF, hein, si besoin, de ce qui est affiché à l'écran. Alors, est-ce que tout va apparaître? Petit zonage et ma sélection. Voilà. Je fais ça rapidement, mais vous voyez le zonage, le découpage et la localisation de toutes les parcelles qui ont été concernées par des ventes. Ça peut vous donner une idée de la dynamique du marché, qui peut être plus ou moins vive selon les territoires. Ces données de transactions, ben, moi, j'ai pas le temps de travailler tout de suite dessus, donc je choisis de les récupérer dans mes parcelles favorites. Donc, je vais créer un nouveau groupe de parcelles favorites à partir de ma recherche de transactions. Donc, j'ai 37 parcelles sélectionnées dans ma recherche de transactions et je vais créer immédiatement un groupe qui apparaît ici et je retrouve mes parcelles, cette fois-ci en vert. Et ensuite, je vais pouvoir travailler sur les parcelles une à une afin d'aller chercher les informations. Voilà, j'ai cette première parcelle. Je regarde la transaction qui a eu lieu en 2023 pour un montant de 313 000 €. Je peux retourner sur Street View pour voir si cette parcelle et cette maison correspond au type de bien que je voulais évaluer. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas ce type de bien. Moi, je vais évaluer une maison beaucoup plus ancienne. Donc, cette parcelle-là, si nécessaire, je peux l'enlever de mon groupe de favoris et continuer de travailler sur les autres parcelles pour travailler sur mon estimation et sur la valeur des biens concernés sur Egbolette. Je sélectionne toutes les parcelles. Voilà. Donc, la recherche de transactions, c'est à la fois une démarche opérationnelle immédiate. Je vais aller avoir une information sur une parcelle à un instant T, sélectionner la parcelle et la voir. Et puis, vous avez aussi la possibilité de récupérer ces parcelles sujettes à transaction et de les garder dans vos favoris pour avoir un travail plus poussé, plus pointu, plus long, plus approfondi sur ces tèlements. Vous voyez ici, on a des groupes de parcelles. C'est parce qu'on a dans une seule et même transaction plusieurs parcelles qui ont été vendues en même temps, ce qui arrive plutôt souvent. Je reviens sur le générique de ma recherche de transaction. Mon zonage a disparu. Donc la recherche que j'ai faite sur les maisons, je peux la faire de la même façon sur les appartements. Sur les autres biens comme les locaux, alors sachant qu'on n'a pas de distinction dans les locaux d'activité entre un petit local commercial de rez-de-chaussée et un gros bâtiment industriel ou des bureaux. Malheureusement, tout est fusionné. Donc c'est pour ça que là aussi, si vous allez pousser votre recherche un peu plus loin avec vos favoris, ça vous permettra d'affiner votre recherche de référence.
Et si besoin, vous pouvez aussi contacter le PFL pour travailler avec lui sur l'évaluation d'un bien. Vous avez ensuite la possibilité de travailler sur l'ensemble des terrains à bâtir, donc à vocation habitat, avec une valeur agronomique ou à vocation d'activité économique. Donc là, MCMA réalise un croisement entre les informations sur les permis de construire et les informations sur les transactions pour savoir si la transaction a eu lieu simultanément ou à une date proche du dépôt d'un permis de construire pour un de ces biens. Donc ça vous permet d'orienter votre recherche de transaction. Cela dit, si vous travaillez sur l'ensemble des terrains et les terrains à bâtir, vous pouvez quand même avoir une recherche intéressante. Vous pouvez focaliser votre recherche en fonction du zonage, c'est-à-dire rechercher les ventes de terrains en zone U ou en zone AU, A ou N, en fonction de la taille du terrain. Donc vous avez une somme de filtres que vous pouvez exploiter sans difficulté, ou en fonction de la surface bâtie du bien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des critères de recherche suffisamment larges pour entrer dans un détail poussé. Donc là, j'ai fait ma recherche sur Egbolette. Jusqu'à la version 6.2, MCMA vous permettait de faire votre recherche uniquement sur votre secteur de compétences. Mais avec la version 6.3, aujourd'hui, vous pouvez faire une recherche de transactions foncières sur l'ensemble de la Savoie. Donc, si vous êtes sur un marché qui est plutôt peu tendu et que vous trouvez peu de références de vente dans votre commune, vous pouvez aller regarder dans les communes voisines pour voir s'il y a des ventes sur un périmètre plus large, sans aller sur toute la Savoie, sinon vous allez avoir un bug. Voilà pour ce passage rapide sur les transactions. Donc, la version 6.3 nous a également permis d'enrichir ces filtres de recherche de transactions. Et puis, je ne l'ai pas montré, mais ici, effectivement, vous pouvez choisir les dates qui vous intéressent pour la recherche de transactions afin d'aller plus finement dans le détail. J'avais une question hier sur MCMA qui était de savoir si à l'affichage, on n'avait que la dernière transaction sur la parcelle ou si un historique plus important était conservé. Donc effectivement, bon, j'ai plus de sélection avec des parcelles objets de transaction, mais sur une parcelle, vous pouvez avoir plusieurs transactions. Vous aurez l'information s'il y a une vente de terrain nu et qu'ensuite, ce terrain est bâti et il y a une vente avec une maison sur le terrain. Vous aurez les deux informations du premier prix, du second prix, etc., etc. Bon, je n'ai pas de référence comme ça, mais je pense que vous m'aurez compris. Nicolas, est-ce qu'on a des questions rapidement sur... Non, on n'a pas de questions. Après, juste, on peut préciser, c'est notamment concernant les zonages PLU. On a fait un gros travail pour récupérer l'ensemble, enfin, c'est pas exhaustif, des documents historiques, notamment justement quand on veut faire une recherche de transactions en zone U, il se base sur le document qui était opposable au moment de la vente et pas ce qu'on voit actuellement sur la carte. Effectivement, des mentions très importantes, puisqu'on travaille sur 11 années de transaction. Pour nous, c'était essentiel de pouvoir connaître le zonage au moment de la transaction et pas à l'instant T. Donc c'est pourquoi on a récupéré l'ensemble récupéré et conservé l'ensemble des anciens PLU, anciens zonages, pour faire le lien entre le zonage d'une parcelle et la date de la vente et savoir quel était le zonage au moment de cette vente. Pour les Et je terrains, c'est un peux, élément important. pardon, je peux Voilà. rajouter aussi que on est aussi justement, on l'a vu dans la sélection de parcelles, on a récupéré toutes les parcelles mères, donc c'est-à-dire que toutes les ventes de parcelles qui n'existent plus aujourd'hui peuvent quand même être retrouvées dans l'historique lorsqu'on fait une recherche de transaction. Toutes les parcelles qu'on a réussi à géolocaliser, évidemment. Sur la même logique que la recherche de transactions, nous avons la possibilité de faire une recherche de gisement sur un secteur, sur un périmètre libre.
sur un périmètre libre que je vais tracer sur la carte. Ah, tiens, il ne marche pas mon périmètre. Il y a eu un petit bug, donc du coup, voilà, un bug. Je refais F5. Dans ce cas-là, on appuie sur F5, on fait une actualisation de l'application et on devrait pouvoir faire une recherche de gisement sur un périmètre libre. Et voilà, ça fonctionne à nouveau. Et donc là, de la même façon que je faisais une recherche de transaction, je peux faire une recherche de gisement foncier. Donc comme je le disais tout à l'heure, gisement au sens large, ça peut être une recherche de parcelle ou d'unité foncière. Ça peut être une recherche de terrain bâti ou non bâti. Et on peut faire cette recherche en fonction du zonage du document d'urbanisme. Donc pour le coup, c'est le zonage à l'instant T. Il ne s'agit pas de faire une recherche d'historique. Mais par exemple, ici, sur le carré, le rectangle que je viens de dessiner, je peux faire une recherche de vente de parcelles non bâties en zonage U. Hop. Et là, j'ai plusieurs résultats qui apparaissent, donc en bleu ou en rouge. Donc, globalement, mes résultats sont en bleu. Et lorsque la parcelle résultat est concernée soit par un permis de construire, soit par un zonage à risque PPRI, zone rouge PPRI, la parcelle apparaît en rouge. Donc, comme tout à l'heure, je peux sélectionner mes parcelles et avoir des éléments d'information sur celle-ci, avec le compte de propriété, avec le statut de la propriété. Je peux revenir sur l'ensemble de mon résultat de gisement et l'exporter dans mes parcelles favorites, comme je l'ai fait tout à l'heure sur ma recherche de transaction. Je peux ajouter des filtres si nécessaire sur le type de propriétaire, sur la qualité environnementale ou agronomique. Je peux exporter mon résultat de recherche en CSV ou je peux faire une recherche de terrain bâti. Et là, j'aurai beaucoup plus de critères de filtre pour identifier certaines parcelles, comme le morcellement de propriété, la propriété occupante, la densité, l'ancienneté du bâti, sa vétusté ou le type d'activité constaté sur le tènement. Donc la recherche de gisement foncier, on est vraiment dans la même logique que la recherche de transaction, avec cet export CSV, avec la possibilité d'inscrire ces parcelles dans un groupe de favoris et avec la possibilité de travailler a posteriori sur ces tènements. Donc là, sur ces parcelles résultats que je vais ouvrir, hop, voilà, j'ai 67 parcelles, les identifiants, l'adresse comme tout à l'heure, différents éléments d'information, toutes les informations sur les propriétaires. Voilà, donc ici, vous avez toutes les infos, SNCF, etc., etc. Et là aussi, vous avez la possibilité d'exporter ce tableur Excel vers un SIV avec cette colonne WKT géométrie. Hop, et hop, je referme tout ça. Je vois qu'il est 11h52, donc je vais rapidement sur la dernière partie de ma présentation. Les parcelles favorites, je vous les ai déjà présentées. Et il y a ce travail sur les secteurs que l'on retrouve dans le menu et et sur ce panneau de droite. Vous avez la possibilité de créer vous-même des secteurs. J'en ai vu un tout à l'heure ici. Vous avez un secteur à Saint-Béron, sur un site qui est inoccupé aujourd'hui. Donc vous sélectionnez secteur, vous allez pouvoir sélectionner ce secteur qui a été créé par Monsieur Morfin. C'est un secteur qui peut être l'objet d'un projet. Le PFL a été sollicité pour intervenir sur l'acquisition de ce secteur, mais peu importe.
L'idée de la collectivité ici, c'est de pouvoir avoir identifié ce secteur, identifier les différents propriétaires. On est sur un secteur avec une seule parcelle, donc du coup les informations sont assez simples, mais on aurait pu avoir 10, 20, 30 ou 40 propriétaires pour retrouver les informations géographiques, toutes les informations associées à la parcelle, mais vous retrouvez aussi des éléments de programmation sur le projet que vous auriez sur ce site-là. Donc ça, le secteur, c'est quelque chose qui vous est personnel, que vous créez vous et que vous pouvez choisir de partager avec certains collaborateurs. Donc moi, j'ai accès à ce secteur parce que je suis administrateur, et on est deux administrateurs, Nicolas et moi. Et sinon, les secteurs ne sont accessibles que par les personnes que vous allez choisir. Donc, vous pouvez inscrire le projet envisagé sur le secteur en termes d'économie, en termes d'habitat, d'activité agricole, d'équipement, d'environnement, les échéances, les outils fonciers à mettre en œuvre, les événements, j'y reviens tout de suite, la stratégie à mettre en œuvre et la liste des parcelles de vos secteurs. Avec la version 6.3, à ces secteurs, nous avons ajouté la possibilité d'avoir des alertes sur des événements qui seraient produits. Donc, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore activé avec le MCMA Savoyard, mais c'est quelque chose que vous pourrez avoir prochainement. Ça veut dire que si vous créez un secteur, comme celui-ci par exemple, qui a été créé dans le cadre d'un projet pour le SPM, vous avez un secteur plutôt ovoïde qui a été créé, vous pouvez le sélectionner. Et moi, c'est ce secteur-là qui m'intéresse. Donc, ce secteur qui a été créé par Franck Gaudin, c'est moi. Vous avez toutes les informations de projet, de propriété, de stratégie, et vous avez des informations en termes d'événements sur le Tellement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une mise à jour d'une des bases de données de NCMA, que ce soit sur les transactions, sur les propriétaires, sur le parcellaire, sur les servitudes, sur les PLU, vous aurez la possibilité d'être alerté sur les évolutions qu'il y aurait pu avoir sur ce secteur entre les deux dernières mises à jour. Donc là, en l'occurrence, sur ce secteur-là, j'ai une information sur 3 transactions qui ont eu lieu le 17 janvier, le 22 janvier et le 11 avril 2026. Donc j'ai une information sur un montant de transaction. Ici, j'ai des informations sur une modification du PLU. Donc on est sur des exemples fictifs, hein. C'est ce qui a été fait sur notre plateforme de test. Et comme on ne l'a pas encore activé sur le MCMA 6.3 Savoyard, je suis passé par la plateforme fictive, mais c'est quelque chose qui sera mis en service demain ou après-demain à façon. Donc, la possibilité de recevoir ces alertes sur votre outil et sur votre boîte mail, ça vous permet d'avoir ces informations détaillées sur l'évolution d'un secteur qui constitue un enjeu spécifique pour vous, pour votre collectivité, et de rester connecté avec ces éléments. Puis, le secteur vous permet aussi de renseigner des informations sur chaque parcelle, sur une volonté de maîtrise publique ou non, d'ajouter des annotations, d'ajouter votre projet, d'ajouter des informations sur vos échanges avec les propriétaires s'il y en a, et d'avoir ce suivi et une possibilité d'export, soit de la fiche parcelle, soit de l'ensemble de votre projet sur ce secteur. Je vois qu'il est 11h57. J'ai fait le tour. Nicolas, est-ce que tu as des questions ou des éléments à ajouter? Alors, concernant les secteurs, j'ai pas de questions. Par contre, on peut revenir. Alors, il y a une question de savoir est-ce qu'on affiche les périmètres de préemption urbains et commerciaux? Alors, ces secteurs-là, effectivement, quand ils sont inscrits dans les PLU, on les retrouve dans les prescriptions et les informations des documents d'urbanisme. Donc, si tel est le cas, oui, on les a.
Et puis, alors une autre question, est-ce qu'on peut exporter seulement un relevé de propriétaire? Oui, quand on clique sur une parcelle, dans l'onglet propriétaire, on peut générer un Excel avec le relevé de tous les propriétaires de la parcelle, Ici, par exemple, de propriété. j'ai pas de compte de propriétaire. Alors là, c'est intéressant, la parcelle avant, c'était un exemple où les fichiers fiscaux n'avaient pas renseigné de propriétaire sur cette parcelle. Soit parce qu'il y a eu une mutation très récemment, ou parce que ça n'a pas été renseigné. Donc ça marque toujours propriétaire particulier à la place. Ouais, c'était une exception. C'est vraiment un cas particulier. Donc voilà, cette parcelle, je suis allé dessus, j'ai pu faire un export PDF du relevé de propriétaire. Je peux aussi aller sur un individu en particulier, cliquer sur son nom et normalement, j'aurai son relevé de propriété sur l'ensemble de la commune. Une autre question. Alors, les permis de construire sont bien mis à jour tous les 2 mois. Seulement sur ma commune, je vois une parcelle construite depuis 6 mois, mais sans bâtiment sur la carte. Alors, si je comprends bien, c'est si vous ne voyez pas dans la fiche information parcellaire, c'est par exemple, c'est marqué nombre de bâtiments est toujours égal à 0, c'est normal parce qu'il y a un délai de mise à jour. Les fichiers fiscaux sont mis à jour que tous les ans. Et nous, on peut avoir ces nouveaux fichiers fiscaux avec 6 mois de retard. Donc voilà, il peut y avoir un délai entre 6 et 18 mois. Euh, ouais, c'est ça, ok. Et puis, est-ce qu'on peut faire une recherche par nom de propriétaire? Non, on ne peut pas encore le faire. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable, mais que l'on n'a pas encore développé, mais on va y réfléchir avec le groupement MCMA et avec les autres PF pour voir si on oriente les futurs développements vers sur cet axe-là. Aujourd'hui, on va travailler sur l'ajout de couches de données comme au CSGE, les données d'occupation du sol à grande échelle, qui seront disponibles en consultation. On ne pourra pas encore faire de croisement. Et on va travailler sur l'ergonomie de MCMA pour avoir des retours utilisateurs et voir comment on peut faire évoluer cet outil qui est déjà très intuitif et pour le rendre encore plus intuitif et encore plus facile d'accès. Parce que quand vous vous en servez tous les jours, c'est facile de retrouver ces petits. Quand vous vous en servez un peu moins souvent, forcément, il y a certains réflexes qui ne sont pas spontanés. Donc, de ce fait, on va travailler sur cette évolution de l'ergonomie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va Juste pour, clore ce pardon, webinaire. pour rappeler, oui, donc le webinaire est bien enregistré et on a une page YouTube justement pour voir l'ensemble des webinaires qu'on a déjà fait, même des tutos pour expliquer certaines fonctionnalités si besoin. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais évoqué en début de présentation. Donc, normalement, vous voyez l'ensemble des interlocuteurs MCMA que vous avez sur nos différents territoires, en Haute-Savoie, en Savoie, dans l'Ain, sur le territoire de l'EPF Cœur de France et en Auvergne, avec les adresses mail. Donc, si vous avez besoin d'ouvrir un accès qui est totalement gratuit pour les collectivités qui travaillent avec ces EPF, ou pour les collectivités du territoire de compétence, c'est vers les personnes que vous voyez à l'écran qu'il faut se tourner. Et puis ensuite, il y a d'autres webinaires qui seront organisés sur des entrées plus thématiques, par exemple uniquement sur la recherche de gisements fonciers ou sur les transactions ou sur l'exploitation des fiches secteurs. Certains de ces webinaires, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube qu'a évoqué Nicolas. Et sinon, nous organiserons de futurs webinaires ou de futures formations en présentiel, comme ce sera le cas en Savoie le 3 juin prochain. Merci à vous, merci à l'ensemble des participants qui étaient présents aujourd'hui. Merci Nicolas.
et à bientôt pour un nouveau webinaire MCMA ou pour toute autre session en Savoie. Merci.